Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans la capsule vidéo, on va parler des dysfonctionnements du système immunitaire. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui peut arriver quand votre système immunitaire commence à faire des siennes et vous cause plus de problèmes qu'il ne vous aide. Donc, les principaux dysfonctionnements du système immunitaire, je les ai subdivisés en 4 grandes catégories. Il y a ce qu'on appelle les hypersensibilités. Donc, c'est lorsque votre corps réagit de façon excessive à quelque chose qui normalement ne devrait pas soit être reconnu ou être considéré comme étant potentiellement dangereux. Le plus simple que je peux vous dire, vous pouvez l'écrire sur la petite ligne qui est là, ce sont les allergies. Donc, on va y revenir sur les allergies. D'ailleurs, vous voyez là, sur l'image de droite le dos du patient où on a fait divers tests pour détecter des allergènes. Donc, chacun des points noirs que vous voyez qui ont été faits avec un marqueur. Donc, à côté de ce point-là, le médecin a injecté une petite dose de divers allergènes, puis clairement, on va voir que le patient réagit fortement à plusieurs de ces allergènes-là. Ensuite, on va voir les maladies auto-immunes. Donc, qu'est-ce qui se produit quand votre système immunitaire reconnaît certaines de vos cellules, certains de vos organes comme étant étrangers et s'y attaque? Ensuite, on va parler des réactions liées au système HLA ou CMH humain. Ça a l'air épeurant comme titre, là. Mais écrivez tout simplement les rejets de greffe. Dans une capsule précédente, on a parlé de l'importance de la protéine CMH. On l'appelle le HLA là, dans les cellules humaines, mais peu importe. Donc, cette protéine-là qu'on retrouve sur nos cellules, son nom au complet, c'est complexe majeur d'histocompatibilité. Donc, ça fait complexe comme terme un petit peu, là. Mais cette protéine-là, elle a une très grande diversité à travers tous les humains. Donc, moi, par exemple, et mon frère, on n'a probablement même pas les mêmes protéines CMH parce qu'on a hérité d'une combinaison génétique différente de nos parents. Et moi, je suis un mélange d'une combinaison X provenant de mon père et de ma mère. Et ça ne veut même pas dire que je serais compatible pour une greffe d'organes avec mes propres parents ou avec mon frère. Donc, les CMH ont une très, très grande diversité et c'est pour ça que c'est complexe, là, la gestion des greffes d'organes, des dons d'organes, parce qu'il faut s'assurer qu'il y a une compatibilité. Donc, on va parler des rejets de greffe. Et le dernier dysfonctionnement, ce sont les immunodéficiences. Dans ce cas-ci, on va elle-même les subdiviser en deux, soit les immunodéficiences primaires et immunodéficiences secondaires. On va y revenir à la fin de la capsule. Mais en gros, par exemple, ça pourrait être un problème génétique qui fait en sorte que vous n'avez pas de système immunitaire ou qu'il vous manque une partie du système immunitaire. Puis les immunodéficiences secondaires, par exemple, si vous êtes atteint du VIH, donc le VIH provoque là, une immunodéficience secondaire, donc votre système immunitaire tombe à plat. Donc, on va voir tout ça en détail. Donc, on regarde ici, par exemple, à gauche, ce qui devrait être normal. Donc, les substances étrangères inoffensives comme les aliments, arachides, on ne devrait pas réagir à ça. Les substances dangereuses, elles, comme les micro-organismes, bactéries, virus, toxines, devraient être éliminées. Donc ça, c'est la réaction que l'on souhaite. Et notre propre corps, on s'entend là-dessus, on ne devrait pas réagir non plus. Mais dans les fonctionnements pathologiques ou les dysfonctionnements du système immunitaire, donc là, si on a une substance étrangère inoffensive, comme les arachides, comme les fruits de mer, comme le pollen, je veux dire, le pollen de fleurs, c'est pas super dangereux, mais il y a des personnes qui ont des réactions très, très graves. Ensuite, les immunodéficiences. Donc, une réaction insuffisante. Ça, c'est un problème aussi. Et constituant de l'organisme, donc si on s'attaque à nous-mêmes, on va avoir de l'auto-immunité. Donc, commençons par les hypersensibilités. Les hypersensibilités sont elles-mêmes subdivisées en 4 sous-catégories. Et elles sont divisées en fonction des composants du système immunitaire qui sont impliqués. Donc, l'hypersensibilité, c'est quand tu réponds trop fortement à quelque chose d'inoffensif ou de façon inappropriée à quelque chose qui entre en toi. Les hypersensibilités de type 1, leur composante immunitaire responsable, ce sont les IgA. Donc, c'est là-dedans qu'on va rentrer entre autres les allergies. Les types 2, ce sont les IgG ou les IgM. Dans ce cas-ci, on va voir beaucoup de réactions qui vont s'apparenter, en fait, qui pourraient être considérées comme des maladies auto-immunes aussi. Donc, ce sont des IgG qui vont se fixer souvent sur des cellules humaines puis provoquer diverses réactions. Donc, vous allez voir là, type 2 puis maladie auto-immune, il y a beaucoup de chevauchements entre les deux.
Type 3 aussi, il va y avoir du chevauchement avec certaines maladies auto-immunes. Dans ce cas-ci, ça va être dû au complexe, donc ça c'est un P, au complexe immun. Ce que ça veut dire, et vous le voyez là, ça ici c'est un complexe immun. Donc c'est un regroupement d'anticorps et d'antigènes. Ces regroupements-là, ces complexes immuns-là se collent ou se fixent dans des tissus, vaisseaux sanguins, les reins, les poumons, un peu partout, les articulations, puis causent des problèmes. On va y revenir. Puis, le type 4, c'est l'hypersensibilité que l'on dit retardée, okay? Parce qu'elle prend un petit peu plus de temps à se développer, là, elle prend une journée ou deux, tandis que, par exemple, le type 1, l'hypersensibilité de type 1, on l'appelle l'hypersensibilité immédiate, ça prend juste quelques minutes souvent, puis vous avez la réaction allergique. Donc, type 4, ça va être causé par les cellules T. Donc, dans le fond, l'hypersensibilité de type 4, c'est le seul type d'hypersensibilité qui est lié aux cellules et non pas aux protéines de type anticorps. Donc, type 1, okay, c'est dû aux IgE, l'intervention des mastocytes et basophiles. Si vous ne vous rappelez pas ce que sont les mastocytes et les basophiles, retournez voir la capsule sur l'immunité innée. Ça va vous rafraîchir la mémoire, mais grosso modo, ces deux cellules-là, lorsqu'elles sont en présence d'anticorps IgE, elles vont libérer des molécules pro-inflammatoires comme l'histamine et c'est ce qui va provoquer tous les symptômes là, que vous connaissez. Dans les pires cas d'allergie, on va avoir des chocs anaphylactiques. Donc là, on a une réaction systémique qui peut mettre en danger la vie de la personne. Donc on peut avoir un blocage au niveau des voies respiratoires. Donc ça peut être épouvantable. Là. Réaction au venin d'abeille, aux arachides. Donc ce sont des réactions fortes, qui peuvent entraîner la mort. Les personnes qui savent, qui sont susceptibles de ces réactions-là, vont ou devraient se promener avec leur épipène. Donc, on s'injecte cette substance-là qui va permettre de diminuer l'impact de la réponse anaphylactique. C'est pas terminé quand on s'injecte l'épipène. Il ne faut pas se dire, OK, je suis protégé, je suis guéri. Non, on s'en va à l'hôpital, on va prendre soin de vous, mais au moins, ça vous donne une chance de résister à ce choc-là et de recevoir les soins dont vous auriez besoin. Qu'est-ce qu'on entend là, par allergène? Qu'est-ce qui provoque une réaction allergique? Souvent, ce sont des protéines, ça c'est plus ou moins important, là, des protéines solubles de 10 à 40 kilodalton, ça c'est la taille relative des protéines. Ce que je veux vous retenir surtout, c'est quel type d'allergène on va avoir. Il y a ce qu'on appelle les pneumallergènes, donc des molécules que vous allez inhaler. Donc souvent, par exemple, le pollen de certaines plantes, de certains arbres vont faire partie de ça, dans les poussières aussi, par exemple. Trophallergènes, c'est dans la bouffe. Vous êtes allergique aux arachides, aux noix, aux fruits de mer, à divers fruits. Vous pouvez avoir aussi une allergie aux produits laitiers. Et là, il faudra faire attention. Il y a ce qu'on appelle les allergies aux produits laitiers et il y a aussi les intolérances aux produits laitiers. Une intolérance, ce n'est pas la même chose. L'intolérance, c'est que la personne n'a pas les enzymes qui lui permettent de digérer ou de dégrader le lactose, qui est un sucre retrouvé dans le lait ou les divers produits laitiers. Donc, à ce moment-là, c'est que cette déficience en protéines-là vous empêche de digérer le sucre et ce sont vos micro-organismes qui vont le faire, puis vont provoquer des douleurs au niveau de l'abdomen, vont provoquer des crampes, vont provoquer des diarrhées aussi, ou des gaz assez désagréables, on va le dire comme ça. Donc, ça serait une intolérance. Allergie, c'est vraiment le système immunitaire qui réagit aux protéines présentes dans le lait. Donc, faire attention de ne pas confondre intolérance. Donc, on n'est pas... Quelqu'un qui est intolérant au lait n'est pas allergique au lait. Il n'a juste pas la capacité de digérer le sucre. Quelqu'un qui est allergique va réagir de façon immunitaire. Les médicaments, le meilleur exemple ou l'exemple le plus simple, c'est la pénicilline. Donc, rappelez-vous, la pénicilline est un aptène, donc une petite molécule qui, d'elle-même, ne devrait pas être immunogène, mais en se liant à des protéines de votre sérum, ça va entraîner des réponses immunitaires. Ensuite, les antigènes dérivés des champignons parasites comme Aspergillus, souvent ces antigènes-là, on peut les intégrer dans les pneumallergènes. Ce sont des allergènes que vous allez inhaler. Puis ensuite, les divers venins, entre autres d'abeilles. C'est dangereux, on s'entend. Les piqûres, soit de guêpes, d'abeilles, donc le venin va réagir très fortement.
Puis ça va encore une fois, ou ça peut risquer de bloquer les voies respiratoires. Donc c'est extrêmement dangereux. Ici, d'autres allergies liées à un métier. Okay? Des fois, c'est plate, tu fais un boulot, tu aimes ton boulot, puis tu vas développer des réactions allergiques en fonction des produits que tu vas utiliser. Donc, par exemple, des teintures chez les coiffeuses, allergies chez les mécaniciens ou mécaniciennes en machinerie agricole, chez les charpentiers, donc les cols époxy ou les résines époxy. Si tu es maçon, okay, puis tu as des allergies au ciment, ça va commencer à être compliqué parce que c'est pas mal la base de ton travail. Puis, même chose, là, carrosserie, les gens qui travaillent dans les carrosseries, la peinture automobile et tout ça, peuvent développer des allergies aux divers produits qu'ils utilisent. Aussi, puis ça c'est relativement nouveau, puis ça peut être inquiétant dans un certain sens si vous aimez bien manger de la viande rouge, c'est que si vous vous faites piquer par certaines tiques, okay, ça peut entraîner une réaction croisée. Okay, réaction croisée, dans le fond, c'est que la protéine que vous amène, par exemple, un micro-organisme, ressemble beaucoup à une protéine soit retrouvée dans votre corps ou retrouvée, dans ce cas-ci, dans certains animaux à viande rouge. Donc, ce qui va se produire, c'est que votre corps va provoquer, c'est normal, c'est correct, la production d'anticorps ou de cellules immunitaires contre le micro-organisme. Fait que ça, c'est bien. Mais en réaction croisée, puisque certaines molécules du micro-organisme ressemblent à des protéines retrouvées dans la viande rouge, ben, quand vous allez manger de la viande rouge, vous allez aussi attaquer ces substances-là comme étant étrangères. Donc, vous allez avoir des réactions allergiques à la viande rouge. Donc, la réaction, dans le fond, entraîne une réaction croisée contre un glucide retrouvé sur les cellules animales. Ce que vous pourriez continuer à manger si vous êtes allergique à cette molécule-là, vous pourriez continuer à manger du poulet, du poisson, du singe et de l'humain. Okay, on s'entend que peut-être les deux derniers, c'est un petit peu plus touché. Ce serait peut-être pas éthique, surtout de manger de l'humain. Là, on virerait cannibale. Mais c'est ça. Donc, on ne pourrait plus manger de viande rouge, de bœuf, du cerf, là, tout le gibier, du porc, etc. Donc, qu'est-ce que ça va vous provoquer? L'urticaire, des mangeaisons, vomissements, diarrhée, puis un choc anaphylactique possible. Donc, ça pourrait devenir aussi grave qu'une allergie, par exemple, aux arachides. Puis pour l'instant, la tique qui cause ce problème-là, elle est surtout dans le sud des États-Unis. Donc, elle n'est pas encore arrivée ici. Ça ne veut pas dire qu'elle n'arrivera jamais. Ou si vous allez en voyage puis vous vous faites piquer, ça pourrait arriver aussi. Mais on s'entend que dans l'État du Texas, ça crée tout un émoi parce que c'est un État où on aime bien manger du bœuf, on fait des gros barbecues, puis là, on tombe allergique. Ça serait une catastrophe pour ces personnes-là. Maintenant, la génétique et les maladies allergiques. Okay? On peut faire un lien entre la génétique d'une personne et le développement possible d'allergies. Si vos parents, par exemple, ont des allergies diverses, au foin, aux graminées, peu importe, aux chats, vous avez plus de chances vous-même de le développer. Mais la composante génétique n'explique pas à elle seule toutes les causes des allergies. Il y a vraiment une composante environnementale très importante. Il faut noter que dans les pays où les gens ont plus souvent d'infections par des parasites, des vers, des protozoaires, ces gens-là ont moins d'allergies que les personnes qui vivent dans les pays plus industrialisés, plus développés, où l'eau est assainie, la bouffe est contrôlée et tout. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans notre environnement. Est-ce qu'on est trop aseptisé, puis notre système immunitaire n'est pas suffisamment stimulé, puis donc s'attaque à des molécules inoffensives? Donc, si on regarde le dernier point, comme je dis, l'augmentation importante des cas d'allergie, dans les, on va dire, 50-60 dernières années, il n'y a pas eu un changement génétique chez l'humain. On n'est pas tous devenus des mutants sensibles aux allergies. Il y a quelque chose dans l'environnement. Ça peut être la pollution, ça peut être des produits chimiques irritants qu'on utilise. Il y a quelque chose qui se passe pour expliquer ça. Les tests, j'en ai parlé il y a quelques minutes. Donc, le prick test, donc un test d'allergie. Dans le fond, ce que l'on fait, c'est qu'on vous injecte une petite quantité d'allergène sous la peau et on va comparer cette réaction-là à une injection d'eau et à une injection d'histamine. L'histamine, ça va être votre contrôle positif, donc tout le monde va réagir. Donc, il va y avoir de l'inflammation autour de l'injection d'histamine. Quand on vous injecte de l'eau, vous ne devriez pas réagir, sinon ce serait extrêmement triste d'avoir une allergie à l'eau. Puis,
on va vous injecter divers antigènes que l'on suspecte être la cause ou les causes de vos allergies. Et on va comparer. Okay? Est-ce que, par exemple, on vous injecte du pollen d'un graminé X, donc on vous injecte ça, puis l'inflammation ressemble à l'histamine. Donc, les chances sont que vous êtes allergique. Puis, s'il n'y a aucune réaction, votre peau demeure, on va dire, relativement intacte, donc vous n'êtes pas allergique à cette substance-là. Donc, je reviens sur le dos de mon patient de tout à l'heure. Donc, ici, par exemple, il y a clairement une allergie. Les deux là, très allergiques, 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 allergiques. Mais, par exemple, ici, pas d'allergie, pas d'allergie. Ici, pas d'allergie ou presque, là, pas d'allergie non plus. Donc, vous voyez là, partout où, dans le fond, on voit le petit point rouge, mais ça, c'est juste la piqûre. Là. Mais il n'y a pas d'inflammation outre mesure. Donc, dans ce cas-là, ce ne sont pas des substances allergènes pour ce patient-là. Mais c'est rare qu'on teste là, sur une aussi grande surface. D'habitude, on va faire ça sur l'intérieur de l'avant-bras. Ça ne sera pas à coup de, je ne sais pas combien il y a de piqûres là-dessus. Je ne sais pas, une cinquantaine, peut-être plus. C'est assez intense comme test. Puis d'autres allergies et relations sexuelles. Pour vrai, pensez-y. Donc, lors d'une relation sexuelle, par exemple, un homme pourrait transmettre par son sperme des allergènes. Donc, si le partenaire, la partenaire ont des allergies, par exemple, aux noix du Brésil, et ou à la pénicilline, puis que le conjoint a consommé des noix du Brésil ou est sous antibiothérapie avant la relation sexuelle, donc il pourrait transmettre l'allergène via son sperme et provoquer une réaction allergique chez son ou sa partenaire. Donc, c'est quand même quelque chose. Puis, il y a aussi des personnes, gars et filles, qui sont allergiques littéralement à des protéines retrouvées dans le sperme. Donc, ça n'a pas rapport avec ce que tu as mangé, ça n'a pas rapport avec les médicaments que tu prends. Il y a vraiment des molécules dans le sperme, en provenance du liquide séminal, qui vont provoquer une réaction allergique chez l'homme ou chez la femme. Donc, pour une femme, par exemple, qui aurait, dans le fond, eu une relation sexuelle, puis il y a du sperme au niveau de sa cavité vaginale, mais ça pourrait entraîner un prurit vaginal isolé qui peut être confondu avec une mycose. Donc, la femme pourrait avoir l'impression qu'elle a une infection levure après la relation sexuelle, mais c'est tout simplement une réaction allergique au sperme qui a été déposé dans sa cavité vaginale. Ça peut aussi provoquer des crises d'asthme. Puis la cause possible, là, c'est quand même spécial. Là. Donc, si vous avez un chat ou un chat mâle, pardon, ça pourrait être une réaction croisée. Donc, une réaction croisée entre une protéine retrouvée au niveau de la prostate chez l'homme et des protéines qui sont similaires retrouvées sur les poils de chien. Donc, vous développez, dans le fond, une réaction immunitaire contre les poils de chien et, lors d'une relation sexuelle subséquente, par réaction croisée, les anticorps que vous avez produits contre les protéines de poils de chien, maintenant, s'en prennent au sperme, puis ça provoque une réaction inflammatoire. C'est quand même spécial. Immunothérapie, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, si vous êtes allergique et qu'on veut traiter l'allergie? Il y a plusieurs façons de faire. On peut procéder par l'injection on combat le feu par le feu. Là. On vous injecte littéralement l'allergène, mais on l'injecte dans votre sang. Ce que ça va faire, c'est qu'au lieu de produire des IgE, vous allez produire un autre type d'anticorps qui sont les IgG. Puis les IgG, eux, ne réagissent pas avec les mastocytes et les basophiles. Donc, si, par exemple, l'allergène, par la suite, est capté par un IgG, bien, il n'y aura pas de libération d'histamine. Donc, plus on vous injecte, puis vous le voyez sur l'image à droite, donc plus on vous injecte l'allergène, le type, bien, pas le type, mais la quantité d'IgE au départ va augmenter, mais va diminuer, et la quantité d'IgG, elle, va prendre le dessus. Donc, par la suite, si l'allergène entre dans vos, je sais pas moi, vos muqueuses nasales ou peu importe, ce sont les IgG qui vont neutraliser les allergènes. Les IgE ne vont pas s'y fixer et les mastocytes ne vont pas réagir, les basophiles non plus. Donc, on peut faire ce traitement-là pour, par exemple, le rhume des foins, les allergies au venin d'abeille. Sachant que l'allergie au venin d'abeille est potentiellement mortelle, ça peut être une bonne option à envisager. Donc, pour éviter qu'il y ait une catastrophe pendant un été ici et que vous soyez piqué par une abeille. Puis, il y a aussi des comprimés que l'on prend, que l'on laisse se dissoudre sous la langue. Puis ça, je le sais, mes enfants, en fait, un de mes enfants prend ça. C'est généralement au mois de janvier-février, donc un peu comme à ce temps-ci de l'année. Donc, pour stimuler son système immunitaire à produire des IgG, et lorsque le printemps, l'été arrive,
puis on l'a remarqué, là, notre enfant a des allergies. Oui, il y en a encore, mais les symptômes sont quand même beaucoup moins graves. Puis anecdote là-dessus, ça coûte une beurrée, ce Oralair-là. Fait que moi, je me dis pour des pilules de gazon, ça coûte très cher. Mais bon, si ça a aidé mon enfant, ça m'a fait plaisir de payer. Ça, c'est juste une petite blague, là. Quand le système immunitaire envoie le corps au complet en choc anaphylactique suite à une réaction aux allergies, puis vos basophiles se disent OK, ça y est, basophile, on a sauvé le corps. En fait, on l'a probablement plus causé de problèmes. Mais bon, c'est des jokes d'immunologistes, ça me fait sourire, vous n'êtes pas obligé de la trouver drôle. Hypersensibilité maintenant de type 2. OK? Donc, dans ce cas-ci, ce sont les IgG ou les IgM qui s'attaquent à des tissus. Souvent, ça va causer des lésions dans ces tissus-là et parfois, ce sont nos propres tissus qui seront attaqués. L'exemple le plus classique de ça, puis on va voir les répercussions là, chez les bébés naissants, donc c'est la destruction des globules rouges ou des érythrocytes lors d'une transfusion entre deux personnes de groupes sanguins différents. Donc on s'entend que ce n'est pas une erreur qui devrait être faite, mais si par exemple, moi je suis B+, donc si je recevais du sang, on va dire du groupe A, okay, bien mon corps attaquerait ces cellules-là, okay, et les détruirait. Okay? Donc ça serait considéré comme étant étranger. On va voir là, qu'il y a d'autres types d'infections aussi. Donc, ce qui peut se produire, ce que vous voyez en haut, c'est une réaction normale. Okay? Donc, vous avez un neutrophile dans ce cas-ci, la bactérie sur laquelle des anticorps et des protéines du complément se sont fixées. Donc, rappelez-vous, okay, ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Donc, il y a des molécules du complément ou des anticorps qui se fixent sur la bactérie. Le macrophage ou le neutrophile, dans ce cas-ci, reconnaît l'anticorps et la molécule du complément et va phagocyter avec plus de facilité la bactérie puis va la détruire. Mais qu'est-ce qui se passe dans une réaction d'hypersensibilité de type 2? C'est que l'anticorps, donc dans ce cas-ci, encore une fois, ça serait un IgG. Donc l'IgG se colle dans nos tissus. Okay? Ça peut être vos vaisseaux sanguins, ça peut être dans les poumons, dans le rein, peu importe, les reins. Okay? Et là, ce qui va se produire, c'est que le phagocyte ne peut pas manger tout ça. Donc, littéralement, on va appeler ça la phagocytose frustrée. Et le macrophage, neutrophile, peu importe, va être choqué et va libérer plein de molécules qui vont détruire les tissus. Donc, voilà. Donc ici, regardez la maladie hémolytique du nouveau-né, c'est quand même triste. Okay? Donc on voit cette petite fille-là, clairement, là, a subi l'attaque immunitaire en provenance de sa mère. Ce qui arrive normalement, okay, pour regarder l'image en haut à droite, lors d'une première grossesse, okay, il n'y a pas de contact entre le sang du bébé et le sang de la mère. Okay? Ce n'est pas le sang de la mère qui traverse et qui nourrit l'enfant. L'enfant produit ses propres globules rouges, okay? Alors, ses propres cellules. Puis la mère, oui, va le nourrir, donc va amener oxygène puis des nutriments, mais ça va passer par le placenta et ça va être capté par les globules rouges et le système sanguin de l'enfant pour nourrir son petit corps qui est en développement. Mais il n'y a pas d'échange sanguin. Par contre, okay, lors de l'accouchement, il y a de fortes chances que des cellules de l'enfant, okay, de son groupe sanguin, entrent en contact avec le sang de la mère. Donc, par exemple, si l'enfant est de groupe sanguin B, puis la mère est de groupe sanguin A ou de groupe sanguin O, okay? Comme par exemple, moi, c'est ce qu'on a vécu avec ma conjointe et moi. Moi, je suis B+, ma conjointe est O-. Donc, clairement, nos groupes sanguins ne sont pas compatibles. Donc, si on a eu deux garçons, nos enfants ont un groupe sanguin qui est similaire au mien, entre autres avec le facteur Rhésus, pardon. Mais la mère peut réagir contre ces globules rouges-là. Donc, lors du premier accouchement, il y a un contact et ça stimule la production d'anticorps et de cellules mémoire contre les groupes sanguins, on va dire, différents des enfants. Donc là, ce qui peut arriver lors d'une deuxième, troisième, quatrième grossesse, c'est que si l'enfant a un facteur Rhésus+ et que la mère est Rhésus-, par exemple, bien les anticorps qui ont été créés suite au premier accouchement, donc pendant les grossesses subséquentes, les anticorps peuvent attaquer l'enfant. Et là, ça peut être très grave. Donc, ça peut provoquer une réaction comme on le voit ici. Okay? Des fois, ça cause juste une jaunisse, puis ça, c'est pas la fin du monde. Là. Mais là, dans ce cas-ci, c'est une attaque sévère là, qui peut entraîner la mort de l'enfant une fois qu'il est né. Ça peut aussi provoquer des fausses couches. Okay? Donc, l'enfant peut mourir ou être perdu par la mère avant même d'avoir atteint la maturité. Donc, c'est très grave. Mais là, okay, là, on parle de réactions qui se produisaient il y a plusieurs années.
Parce que depuis les années 70, on a introduit un médicament, on va l'appeler comme ça. Donc, les mères peuvent recevoir une injection d'un médicament qui s'appelle le Winro. Okay? Vous pouvez aller cliquer sur le lien ici si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus. Là. Mais le Winro, dans le fond, ce que c'est qu'on va injecter à la mère, donc avant, par exemple, le premier accouchement, des anticorps qui sont modifiés un petit peu. Ce ne sont pas des anticorps, on va dire, normaux. Mais ces anticorps-là vont neutraliser ou masquer les globules rouges de groupes sanguins différents qui vont se retrouver sur la mère. Donc, par exemple, vous avez des globules rouges Rhésus+. Donc, on va dire qu'il y a des plus à sa surface. Si un globule rouge comme celui-là se retrouve chez une mère qui est RH-, la mère va attaquer ces globules rouges-là. Mais le Winro, ce que ça fait, c'est que ça vient cacher ces protéines-là. Donc, le système immunitaire de la mère ne va pas les détecter, donc ne développera pas une réponse immunitaire, ou du moins ne développera pas une réponse immunitaire très forte. Donc, les chances d'attaquer les bébés subséquents deviennent très faibles. Et regardez, le taux de mortalité, donc il descendait déjà le taux de mortalité, parce que les soins dans les hôpitaux étaient améliorés, mais en introduisant le facteur Rhésus, boum, mortalité infantile, là, pratiquement à zéro au début des années 80, et du moins dû à des conséquences comme celle-là. Donc de la maladie hémolytique du nouveau-né. Donc c'est majeur comme découverte. Et ces anticorps-là, les anticorps que l'on modifie, là, on les prend à partir du plasma de donneurs sanguins. D'ailleurs, il y a eu une anecdote là-dessus. Là, il y a un type en Suède. On prend son plasma pour faire le Winro depuis, je pense, c'est 20 ou 30 ans. Fait que, techniquement, lui, il a permis de sauver pratiquement tous les bébés de son pays où il aurait pu avoir une maladie hémolytique du nouveau-né. Donc, le gars, il donne son plasma. On purifie les anticorps à partir de ça et on l'utilise pour faire un médicament. Puis d'ailleurs, quand vous donnez du plasma, peut-être chez EMA Québec ou quoi que ce soit, ben, il y a peut-être une partie de votre plasma qui est utilisée pour purifier, dans le fond, vos anticorps et faire des médicaments comme ceux-là. Donc, c'est génial. Allez donner du plasma. Donc, ici, on reprend. Donc, imaginez, ça serait moi ici. Donc, Rhésus+, ma conjointe Rhésus-. Si le bébé est Rhésus+, lors de la première grossesse, c'est encore pas super. La mère n'a pas réagi. Lors de l'accouchement, la mère commence à être en contact avec pas des anticorps, mais des antigènes Rhésus+. La mère, par la suite, a ce que vous voyez, des espèces de petits plus. Là. Dans le fond, c'est des anticorps anti-Rhésus+. Et lors d'une grossesse subséquente, elle va envoyer des anticorps. Parce que, rappelez-vous, l'immunité acquise de façon naturelle passive, c'est lorsque la mère transfère des anticorps à son enfant. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une bonne nouvelle parce que les anticorps qu'elle va transmettre à son enfant sont des anticorps qui peuvent lui nuire. Donc, ça peut être problématique. D'autres réactions de type 2, on a le purpura thrombocytopénique idiopathique. Je me suis pratiqué pour dire ça. Donc, dans ce cas-ci, c'est une réaction de vos anticorps qui attaquent vos plaquettes, donc vos thrombocytes. Ensuite, on a la myasthénie et la maladie de Graves. Je vous montre ce que c'est. Dans le fond, dans ces deux cas-là, on parle aussi de maladie auto-immune. Donc, c'est une maladie auto-immune, mais qui est due à des anticorps de type IgG. Donc, c'est une hypersensibilité de type 2 et c'est aussi une maladie auto-immune. Myasthénie, c'est une forme de paralysie. Dans le fond, vous avez, si vous vous rappelez vos notions là, sur les contractions musculaires, donc pour qu'un muscle se contracte, donc moi, si je bouge, par exemple, c'est que mon système nerveux a envoyé un message vers les muscles. Il y a eu libération d'acétylcholine. L'acétylcholine se colle dans les récepteurs sur les cellules musculaires et ça entraîne la contraction musculaire. Mais quand on a de la myasthénie, puis des fois, la myasthénie, on l'appelle la myasthénie grave. Fait qu'il faut faire attention, il ne faut pas mélanger les deux. Myasthénie grave, c'est des paralysies. Puis maladie de Graves, ça c'est le nom d'une personne, c'est pas l'état. Donc dans le cas de la myasthénie grave, c'est grave. Donc les anticorps se fixent sur les récepteurs d'acétylcholine et empêchent ce neurotransmetteur-là d'agir dessus, puis il y a paralysie. Dans le cas de la maladie de Graves, c'est un peu le contraire. Normalement, vous avez la cascade hormonale là, en provenance de l'hypophyse. En fait, tu as l'hypothalamus qui produit, supposons que tu as l'hypothalamus ici, là. Donc ça c'est l'hypothalamus, va produire une hormone qui s'appelle la TRH. TRH va aller agir sur l'hypophyse. L'hypophyse va répondre à ça
en produisant la TSH. TSH va aller agir sur la glande thyroïde qui, elle, va produire les hormones T3 et T4. Okay, ça a l'air compliqué de même, mais c'est une cascade hormonale. Puis normalement, quand les hormones T3 et T4 sont produites, on revient au niveau de l'hypothalamus, puis on dit à l'hypothalamus, arrête de produire l'hormone TRH, on est correct. Donc, c'est ce qu'on appelle une rétroaction négative dans ce cas-ci. Mais là, ce qui se produit quand on a la maladie de Graves, c'est qu'il y a des anticorps qui vont venir se fixer sur la glande thyroïde, puis ils vont la maintenir activée. Donc, même si T3, T4 sont produits et qu'ils reviennent bloquer l'action de l'hypothalamus, la thyroïde va continuer à produire des hormones T3, T4 tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc là, ça va provoquer un hypermétabolisme. Donc, vous allez tout le temps avoir chaud, vous allez tout le temps avoir faim. Okay? Je pense que j'ai ça des fois. J'ai tout le temps chaud, j'ai tout le temps faim. Mais peu importe. Ensuite, les hypersensibilités de type 3, donc dû à des complexes immuns. Donc, je vais aller voir des images là. En fait, je peux la décrire, mais c'est des anticorps, dans le fond, qui se lient à des antigènes. Ça fait un réseau. Okay? Donc, ça fait, en bon français, un moton. Donc, ce moton-là va aller se déposer dans les tissus et provoquer des réactions immunitaires. Quelques maladies à complexe humain. Donc, quand on a, par exemple, des infections persistantes, okay, des infections qui durent longtemps, la lèpre, la dengue, le paludisme, les hépatites virales, ça peut entraîner le développement de complexes humains. La polyarthrite rhumatoïde, okay, ce sont des complexes humains qui se déposent dans les articulations. Le système immunitaire crée de l'inflammation, affecte l'articulation, ça peut devenir très douloureux. L'inhalation de matériel antigénique. Okay, par exemple, les personnes là, qui vivent sur des fermes, qui inhalent beaucoup de poussière, les éleveurs de pigeons, je sais que c'est peut-être pas à mode présentement, là, mais vous respirez beaucoup de matériel allergène, ça provoque l'apparition de complexes humains, probablement aussi dans vos voies respiratoires, ce qui peut être dangereux. Et certains complexes humains vont se déposer dans vos reins, puis provoquer des problèmes rénaux graves. Donc, on voit un petit peu ce qui devrait arriver. Ici, normalement, quand il y a des complexes humains qui se forment, okay, avec des anticorps, molécules du complément et les antigènes, ça devrait être soit phagocyté ou éliminé avec l'aide des globules rouges vers le foie et la rate. Mais le problème, c'est quand ces complexes humains-là, au lieu d'être éliminés normalement, vont se déposer dans les tissus, ça peut provoquer l'attaque des tissus ou ça peut provoquer, puis ça c'est dangereux, là, des thromboses, donc des caillots sanguins avec les plaquettes qui s'y agrègent. Là. Donc, ça peut provoquer des caillots sanguins qui peuvent être dangereux, voire mortels. Donc, on le voit justement ici. Là. Donc, s'il y a une réaction qui se fait avec des plaquettes, des thrombocytes, ça peut être dangereux. Maintenant, l'hypersensibilité de type 4 ou l'hypersensibilité retardée. Donc là, vous êtes en contact avec une molécule. Okay? Ça peut être dû à plein de choses. Là. Je vais vous montrer des exemples et des photos. Mais la réaction va prendre du temps. Donc, vous êtes en contact, par exemple, avec un bijou. Okay? S'il y a des gens ici qui ont déjà eu une réaction avec un bijou, par exemple, des boucles d'oreilles, un pendentif, une montre. Okay? Vous mettez votre montre, votre collier, si tout va bien, vos boucles d'oreilles, puis après 2 jours, c'est super rouge, enflé, douloureux. C'est peut-être un signe que vous avez une réaction d'hypersensibilité retardée. Je vais vous montrer des exemples. Là. Donc, justement, le nickel et les sels de chrome dans certains bijoux. Donc, vous le voyez comme ça. Réaction au sumac vénéneux ou poison ivy. Okay? L'herbe à puce. Okay? L'herbe à puce, souvent on va dire qu'on est allergique à l'herbe à puce. C'est pas techniquement vrai. Okay? Oui, il y a une réaction, puis on le voit là, ça crée des bulles assez impressionnantes sur la peau. D'ailleurs, je vais vous montrer une photo de mon pied, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est pas une allergie parce que ce ne sont pas des anticorps IgE qui sont impliqués, ce sont les cellules T. Okay? Donc, regardez ici, ça c'est mon pied droit il y a peut-être 7-8 ans. Là. Donc, je me rappelle, là, en fait, je pense que l'explication que je me suis moi-même donnée, c'est que j'ai passé à travers champs à un moment donné quand je faisais mon jogging pour gagner du temps. Fait que j'ai gagné du temps, oui, mais je me suis ramassé avec une belle infection. C'est pas une infection, mais avec une belle réaction à l'herbe à puce. Qui a été transmise à mon autre pied par la suite, parce que vous ne pas, des fois, ils sont en contact. Donc, dans le fond, ce qui se produit, c'est que dans la sève de ces plantes-là, il y a un aptène. L'aptène se fixe sur des protéines de vos tissus, pareil comme le ferait la pénicilline. Okay? Donc, encore une fois, ce n'est pas tout le monde là, qui va réagir à cette plante-là. Il y a des gens qui vont entrer en contact avec la plante puis ils n'auront pas des réactions, puis d'autres comme moi, pas chanceux, qui vont réagir. Donc, dans ce cas-ci, moi, ça va créer vraiment les grosses bulles épouvantables, dégueulasses. Mais ça a guéri, il n'y a aucune cicatrice, aucun problème. Mais j'ai connu des gens là, qui ont eu la malchance d'en avoir
Par exemple, moi, je me rappelle des gens qui travaillaient là, pour la voirie dans le village là, où j'habitais, puis ils coupaient les mauvaises herbes avec un gros appareil, là, puis ça créait plein de poussière et tout, puis ils ont dû passer dans une série de plantes qui causent l'herbe à puce. Puis, ils en ont eu partout sur le chest, le dos et tout, puis ils ont eu des marques là, partout sur le corps. C'était épouvantable. Puis, ça peut être dangereux parce que ça fait des plaies dans la peau, puis ça peut causer des infections aussi. Fait il y a des gens même qui ont eu des infections sévères suite à ça. Antibiothérapie intraveineuse, donc ça peut être dangereux. Là. Moi, c'était juste bon, des petites lésions au niveau du pied, c'était pas la fin du monde, mais je peux vous dire que c'était pas agréable. Ensuite, toutes les allergies au latex. Okay? Des gants de latex, condoms, cathéters. Donc, ce n'est pas une allergie. On n'est pas allergique au latex. On a une réaction d'hypersensibilité. Maintenant, les maladies auto-immunes. Donc, vous pouvez cliquer là, sur les liens là, qui sont soulignés ici. Donc, ça vous envoie à Wikipédia. Donc, même un prof vous donne des références vidéo, des références web comme Wikipédia. Puis, vous avez certaines autres vidéos qui sont bien faites qui expliquent la chose. Donc, une maladie auto-immune, dans le fond, c'est quoi? C'est lorsque votre corps s'attaque à lui-même. C'est votre système immunitaire qui réagit contre vous. Des exemples de maladies auto-immunes, vous pouvez en écrire quelques-unes là, mais je vais vous en donner plusieurs dans les diapos qui vont suivre. D'ailleurs, vous en avez une série ici, là, donc vous pourriez écrire « voir diapo suivante » dans les exemples, ça va être plus simple. Donc ici, ce qui est intéressant avec cette image-là, c'est que la liste est faite de façon à ce qu'on ait des maladies auto-immunes qui sont spécifiques à un seul organe, comme la thyroïdite d'Hashimoto, c'est vraiment au niveau de la glande thyroïde uniquement. Mais plus on descend, dans le fond, plus on a plusieurs organes qui sont affectés par la même maladie auto-immune. Puis peut-être la pire, c'est le lupus érythémateux disséminé. Tout pratiquement peut être affecté par le lupus parce que ça attaque, entre autres, l'ADN. Puis de l'ADN, vous en avez pas mal partout. Là. Donc, il y a des maladies auto-immunes qui sont, disons, plus systémiques, puis d'autres qui sont plus spécifiques, qui vont s'attaquer à des organes précis. Chose intéressante, puis parfois plate là, pour les maladies auto-immunes, c'est que si une mère a déjà des maladies auto-immunes, maladie de Graves, myasthénie, purpura thrombocytopénique idiopathique, le pemphigus vulgaris, les anticorps qu'elle va produire lors de ces réactions auto-immunes-là, elle peut encore une fois les transmettre à son enfant. Donc l'enfant, lorsqu'il naît, pourrait être affecté par les mêmes conditions que sa mère. Ce qui est le fun par contre pour l'enfant, c'est que si on le traite, on peut faire ce qu'on appelle une plasmaphérèse, donc on peut filtrer son plasma pour éliminer les anticorps de la mère. Mais là, ça va éliminer aussi les anticorps qui pourraient protéger l'enfant. Mais là, c'est un risque à prendre. Okay? Est-ce qu'on préfère retirer tous les anticorps, puis l'enfant n'aura pas de maladie auto-immune, ou on préfère vivre avec la maladie auto-immune pendant un certain temps, puis que l'enfant conserve ses anticorps qui vont le protéger contre le rhume, la grippe, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque l'enfant naît, la mère arrête de lui transmettre de ces anticorps-là, à moins qu'elle l'allaite, mais les anticorps de la mère vont finir par disparaître. Donc, la condition chez l'enfant, par exemple, si la mère a là, la myasthénie, l'enfant pourrait avoir de la myasthénie pendant quelques semaines, quelques mois, mais éventuellement, son corps va produire ses propres anticorps et les anticorps de la mère vont disparaître, ce qui fait en sorte que la condition ne sera pas permanente chez l'enfant. Donc, des maladies auto-immunes liées au microbiote. Okay? De plus en plus, on fait un lien entre certaines maladies auto-immunes et le microbiote. Ce qui arriverait, souvent, c'est que certaines protéines produites par des bactéries provoqueraient, c'est tout le temps ça, une réaction croisée avec des protéines de votre corps ou des molécules dans votre corps. Et là, les anticorps ou les cellules qui ont été activées par la molécule produite par le micro-organisme, maintenant, ces mêmes cellules-là, ces mêmes anticorps-là vont s'en prendre à vos cellules. Donc, c'est le cas, par exemple, du lupus érythémateux disséminé. Donc, on a de grosses raisons de croire que le microbiote pourrait avoir un rôle à jouer là-dessus. Donc, en fonction de votre microbiote, vous pourriez ou non être plus susceptible à certaines pathologies auto-immunes. Donc, je l'explique un petit peu ici. Là, ça serait dû à une protéine, dans le fond, produite par certaines bactéries qui ressemblerait à une protéine humaine, donc la R060. Et en attaquant par la suite cette protéine-là, ça entraînerait tous les symptômes du lupus. Vous pouvez prendre le temps de lire si cela vous intéresse, mais moi, je veux y aller plus à l'essentiel. Même principe avec l'arthrite rhumatoïde. Okay? Ici, il y a une petite erreur. Ça devrait être les cellules T et pas les selles T. Je m'en excuse. Donc, les cellules T et les anticorps
qui sont produits suite à un contact avec certaines bactéries ou avec certaines molécules produites par ces bactéries-là entraîneraient une réaction croisée d'arthrite rhumatoïde. Même chose avec la sclérose en plaques. Encore une fois, certaines protéines exprimées par des bactéries, réaction croisée. Okay? Beaucoup de maladies auto-immunes, c'est une réaction croisée avec le microbiote. Donc, ce que ça dit, okay, c'est que si on sait exactement quelle bactérie, par exemple, entraîne la sclérose en plaques, donc on pourrait soit faire une antibiothérapie ou donner des probiotiques, okay? Donc je sais pas moi, du yogourt, des comprimés de probiotiques qui stimuleraient la croissance d'autres bactéries, okay? Donc qui, dans le fond, élimineraient les chances qu'on développe une maladie auto-immune donnée. Maintenant, comment on traite ça, une maladie auto-immune? Bien, souvent, il faut gérer la réponse immunitaire. Okay? Ou, dans le fond, donner ce qui manque à la personne. Je donne l'exemple d'une attaque de la glande thyroïde. Certaines maladies de la glande thyroïde empêchent la glande thyroïde de produire les hormones T3, T4. Donc, pour contrer cette maladie auto-immune-là, ben, on va juste donner ce qu'on appelle du synthroïde ou des hormones thyroïdiennes sous forme de comprimés. Pour les personnes qui font de l'anémie pernicieuse, donc c'est une maladie auto-immune qui limite ou empêche l'absorption de la vitamine B12, donc on va administrer sous forme d'injection la vitamine B12, donc on va l'envoyer directement dans le sang. Chimiothérapie immunosuppressive, donc prendre des immunosuppresseurs puissants pour contrer le lupus. Mais là, il y a un risque là-dedans. Okay? Si on bloque le système immunitaire pour ne plus avoir la maladie auto-immune, ben, il faut être conscient qu'on va être plus susceptible à une infection. Okay? C'est comme si, par exemple, quelqu'un qui a le sida, il n'y a plus de système immunitaire, okay? Mais il est plus susceptible aux autres infections. Donc, dans ce cas-ci, c'est la même chose. On contrôle la maladie auto-immune, mais ça rend le patient plus susceptible aux infections. Puis, pour les douleurs rhumatoïdes, on peut prendre divers médicaments qui s'en prennent là, à des protéines dans votre corps qu'on appelle les protéines COX. Ça me rappelle des souvenirs quand j'ai travaillé chez Merck Frost, on travaillait là-dessus. Donc, certains médicaments anti-inflammatoires, le Vioxx n'existe plus. C'est sur ce médicament-là que je travaillais à l'époque, d'ailleurs. Puis le Celebrex, donc des anti-inflammatoires qui aident les gens qui font de l'arthrite. Donc, ça soulage les symptômes, mais en même temps, okay, ça peut limiter l'efficacité de votre système immunitaire pour d'autres choses qui seraient utiles. Maintenant, les rejets de greffe. Okay? Rejet de greffe, c'est le problème, là, c'est les protéines CMH ou HLA, okay, qui se retrouvent sur nos cellules. Encore une fois, ce sont des protéines qui sont très, très, très diversifiées dans leur aspect d'une personne à l'autre. Donc, il faut s'assurer okay, d'avoir la bonne compatibilité. Donc, allons voir les différents types de greffes. Quand on parle d'une autogreffe, ça c'est de moi à moi. Est-ce que vous pensez que j'ai des risques de me rejeter? J'espère que non. Ça serait assez triste d'avoir une greffe de soi à soi et de s'auto-rejeter. Donc, ce qui se produit dans ce cas-là, okay, je vais donner un exemple, là, ou deux exemples que j'ai vécu moi-même, pratique. Quand j'ai eu mon opération pour remplacer mon ligament croisé antérieur dans mon genou droit, on a pris un morceau de tendon de mon ischio-jambier. Donc, on a pris un morceau de tendon. Tendon, ligament, là, au niveau structural, c'est sensiblement la même chose. La différence entre un ligament et un tendon, c'est que des ligaments, ça relie des os entre eux, puis un tendon, ça relie un muscle à un os. Mais au niveau structural, c'est des tissus qui se ressemblent. Donc, on a pris ça, puis on me l'a greffé. Autre autogreffe que j'ai déjà eu, donc à une époque là, où j'ai eu mes appareils dentaires, il y avait des dents qui avaient perdu beaucoup de gencives. Donc, on a pris du tissu au niveau de mon palais et on a greffé ça au niveau de ma gencive. Donc, ça, c'était une autogreffe de moi à moi. Isogreffe, mais là, il faut avoir le luxe d'avoir un frère ou une sœur, jumeaux, jumelles identiques. Puis vraiment identiques. Là. Si vous êtes des jumeaux gars-filles, vous n'êtes pas identiques. Il y a des jumeaux gars-gars qui ne se ressemblent pas, c'est juste des frères qui sont nés en même temps. C'est pas pareil. Okay? D'ailleurs, les jumeaux, okay, les vrais jumeaux, c'est une fécondation. Un spermatozoïde, un ovule, fécondation, puis dans le fond, l'embryon se brise en deux. Okay? Puis on a deux, dans le fond, copies, deux clones okay, issus de la même fécondation. Donc ça, c'est des jumeaux ou des jumelles identiques. Mais si c'est deux spermatozoïdes, deux ovules différents, ben vous êtes juste des frères et sœurs qui sont nés en même temps. Donc pour avoir une isogreffe, il faut recevoir une greffe de notre jumeau ou de notre jumelle identique. Ce n'est pas tout le monde qui a ce luxe-là. Allogreffe, ça c'est peut-être les greffes les plus communes, c'est entre individus qui ne sont pas reliés.
Okay? Donc, par exemple, c'est triste, des fois, il y a une personne qui décède dans un accident d'auto, cette personne-là a signé sa carte de don d'organes, c'est vous qui arrivez sur l'accident, vous amenez le patient à l'hôpital, on constate son décès ou quoi que ce soit, fait que là, on peut récupérer les organes, il faut le faire vite. Okay. Pour faire l'analyse aussi rapide des protéines HLA sur les organes, parce que là, il faut trouver le donneur, pas le donneur, mais la personne, le receveur, dans le fond, je vais l'appeler comme ça, là, donc la personne qui va recevoir la greffe rapidement, parce que l'organe ne vivra pas pendant 5 semaines. Là. Donc, il faut appeler la personne. Parfois, on va faire des transports en avion, en hélicoptère, très, très rapide, peut-être même en ambulance, là, pour que l'organe arrive vite à destination et il faut appeler la personne, puis des fois c'est le matin ou la nuit, on dit « Hey, on a trouvé un donneur, c'est aujourd'hui que ça se passe, là, fait que boum, la greffe, il faut être prêt. » Xénogreffe, là, on parle de quelque chose d'un petit peu plus particulier, là, on parle de greffe d'une autre espèce. Donc, ça pourrait être le singe, et c'est souvent le porc. Valve cardiaque. Okay? Pourquoi le porc? Parce que le porc, au niveau anatomique, là, surtout l'anatomie interne, peut-être pas externe, mais interne, c'est pratiquement identique à nous. Okay? Les organes sont sensiblement de la même taille, organisés de la même façon, donc c'est un match pas pire. Parce que imaginez, là, on pourrait avoir une compatibilité à 100% avec des souris, okay, au niveau immunitaire, mais crème un cœur de souris, je ne suis pas sûr que ça fitterait dans mon corps. Okay? Il faudrait qu'il pompe en tabarouette le petit cœur de souris pour fournir un corps d'un humain adulte. Donc ça serait impossible. Mais le singe, le porc, avec des tailles similaires, des organes organisés de la même façon, c'est possible. Ce que l'on fait beaucoup, ce qui est possible, qui existe, okay, ce sont les greffes de valves cardiaques. Okay? Souvent, les valves cardiaques sont des sites privilégiés là, qui ne sont pas attaqués par le système immunitaire. Donc, ce type de greffe-là est possible. Il y a plein de considérations éthiques. Est-ce qu'on veut tuer des animaux pour ça? Est-ce que, par exemple, les musulmans, les juifs, okay, qui ne peuvent pas consommer de viande de porc, est-ce que c'est un problème éthique de recevoir une greffe de porc aussi? Est-ce qu'il pourrait y avoir transmission d'infection de l'animal à l'humain? Donc, il y a plein de considérations éthiques là, qui entourent l'utilisation d'animaux pour ce type de greffe-là. Loi de la transplantation, là, je ne veux pas insister trop là-dessus. Okay? C'est un peu le même principe que pour les groupes sanguins. Là, si on a un individu A, on donne à A, la greffe est acceptée. De B à A, c'est rejeté. De B à AB, okay, ça va être accepté. Mais de AB à A, ici, le A va être rejeté. Okay? Juste pour que vous compreniez ça. Mais ici, je veux juste insister là-dessus, là, le GVHD. C'est quoi le GVHD? C'est le Graft versus Host Disease. Ce que ça veut dire, c'est que vous recevez une greffe d'organe, mais ce n'est pas vous qui rejetez l'organe, c'est l'organe qui vous rejette. Donc, ce sont les cellules immunitaires présentes dans l'organe greffé, poumon, rein, cœur, qui s'attaquent à vos tissus, à vous. Donc là, ça doit être extrêmement triste. Là, tu dois te sentir rejeté comme jamais, okay? Parce que c'est ton organe qui te rejette et non pas l'inverse. Mais les conséquences sont les mêmes, okay? Ou les mêmes. Ça va éliminer, dans le fond, les connexions des vaisseaux sanguins avec l'organe, puis ça va se nécroser, puis ce qui finit par arriver, c'est qu'on perd l'organe. Okay? Mais c'est quand même triste un petit peu de penser à ça. Comment on peut prévenir les rejets de greffe? C'est par des médicaments immunosuppresseurs, puis souvent ces médicaments-là vont bloquer la transmission d'informations par les cytokines qui sont produites par notre système immunitaire. Un exemple, d'immunosuppresseurs, les stéroïdes. Pas les stéroïdes là, pour devenir costaud et faire du bodybuilding, là, mais comme les corticostéroïdes. Moi, j'ai déjà eu des injections, par exemple, de cortisone dans les épaules, dans les coudes, dans le genou. En tout cas, mon corps il commence à être magané. Mais bon, dans le fond, c'était quoi le but de l'injection de la cortisone? C'est de diminuer l'inflammation dans l'articulation. Souvent, on prévient le patient, si je t'injecte ça, la cortisone, ça se pourrait qu'il y ait une infection parce que si on élimine localement le système immunitaire, le site d'injection pourrait être infecté. Je n'ai jamais eu de problème là-dessus, mais peu importe. Et pour terminer, il y a les immunodéficiences. Et là, il y en a deux types. Il y a les immunodéficiences dites primaires ou innées. Là, le problème, c'est votre génétique. Vous êtes né comme ça. Vous avez, par exemple, et je me suis pratiqué, de l'hypogamma-globulinémie. Donc, c'est quoi ce problème génétique-là?
c'est que vous allez avoir un très faible taux d'anticorps, okay, même si vous avez des cellules B. Donc, vos cellules B sont produites, mais elles n'ont pas la capacité de produire les anticorps. Donc, clairement, vous allez avoir un déficit immunitaire et ça peut faire en sorte que vous allez être plus susceptible à diverses infections. Les maladies ou immunodéficiences primaires, donc là, il y a l'hypogammaglobulinémie, mais vous pourriez avoir aussi, par exemple, des déficits en complément. Donc, il vous manque une des protéines du complément, vous êtes plus susceptible aux infections bactériennes. Vous avez l'incapacité de produire des macrophages, ça existe. L'incapacité d'avoir des cellules T fonctionnelles. Puis, il y en a qui n'ont aucun système immunitaire. Souvent, ces enfants-là, on les appelle les bubble boy ou bubble girl, pour vrai, parce qu'on doit les placer dans un environnement extrêmement contrôlé, où l'air est filtré, la bouffe est contrôlée. Donc, c'est épouvantable. Tout micro-organisme pourrait devenir dangereux pour ces personnes-là. Et c'est triste aussi, mais les cancers vont apparaître chez ces personnes-là parce que notre système immunitaire nous protège contre des cancers à tous les jours. Et si on n'a pas de système immunitaire, bien, toute évidence, on est plus susceptible au développement de cancer. Donc, ça, c'est pour l'immunodéficience primaire, c'est génétique. Acquise, là, c'est qu'il est arrivé quelque chose au cours de votre vie. Par exemple, traitement immunosuppresseur. Est-ce que je prends des médicaments pour un rejet de greffe ou pour éviter le rejet de greffe? Est-ce que je prends des médicaments pour traiter un cancer? Est-ce que je prends des médicaments contre l'arthrite? Est-ce que je prends une pompe à asthme pour gérer mon asthme, justement? Est-ce que j'ai reçu une injection de cortisone? Donc ça, c'est une immunodéficience secondaire. C'est quelque chose qui m'est arrivé. C'est un médicament que je prends ou je consomme. La malnutrition aussi. Puis là, je parle vraiment de malnutrition et non pas de sous-nutrition. Quelqu'un pourrait manger 5 poutines par jour. Il n'y a pas de déficit calorique là, c'est sûr. Mais il va avoir des carences en minéraux, en vitamines, et ces minéraux et ou vitamines-là peuvent être essentiels pour le développement normal d'un système immunitaire. Vitamine D, le zinc, plein de molécules comme celle-là qui vont être importantes. Donc, malnutrition, si on mange mal, on mange juste de la bouffe transformée, pas de valeur nutritive réelle, donc ça peut entraîner des problèmes immunitaires et vous rendre plus susceptible aux infections. Traumatisme, là je ne veux pas dire que vous avez eu peur de quelque chose, rupture de la rate, un problème quelconque au niveau d'un organe immunitaire, primaire ou secondaire, peu importe, là, mais un traumatisme, une blessure, peu importe, ça peut entraîner des problèmes. Les maladies, la mono, le sida, leucémie, cancer, peuvent faire en sorte que vous êtes plus susceptible aux infections. Si vous ne produisez plus de cellules immunitaires, votre système immunitaire est attaqué par un virus, virus de la mono, virus du sida. Donc, tout ça fait en sorte que votre corps va être moins apte à se débarrasser de micro-organismes. Donc, ça termine ce chapitre-là. Je l'ai passé assez rapidement. J'espère que vous avez tout bien compris. Ça termine aussi la session. Donc, terminez en beauté en complétant votre glossaire avec les différents termes qui sont là. On termine aussi avec la lecture d'un dernier chapitre dans le Fauché, le chapitre 13. On répond aux questions. Et voilà, ça termine. Si vous avez des questions, ne vous gênez pas, ça me fait toujours plaisir de vous répondre. Bonne fin de journée. Ah, j'oubliais, j'ai ma petite joke Facebook de système immunitaire. Je peux l'expliquer rapidement. Là. Donc, par exemple, un macrophage qui écrit YAO, You only apoptose once, au lieu de You only lived once. Donc, apoptose, c'est entraîner la mort d'une cellule. Il y a des protéines qui sont impliquées dans l'apoptose qui like ce post-là. Vous avez les cellules T CD4 qui sont dans une relation avec les cellules B parce qu'elles coopèrent toujours entre elles. Donc, le nœud lymphatique, c'est là où ça se passe. Donc, lui, il aime ça. Les cellules plasmatiques, qui sont des cellules issues d'une relation. Pour qu'une cellule B soit activée, rappelez-vous, là, la cellule B doit entrer en contact avec l'antigène, mais doit aussi entrer en contact avec une cellule T CD4. Et après ça, la cellule B, elle est activée et elle peut devenir une cellule B mémoire ou un plasmocyte. Donc, lui, c'est déjà une cellule plasmocyte. Donc, le jeune amour, parce qu'il a passé par là. Cellule dendritique, lui, il est jaloux, parce que la cellule T peut aussi entrer en contact avec la cellule dendritique pour être elle-même activée. Puis, la moelle osseuse qui dit « Ah, mes bébés ont grandi. » Donc, les cellules T et les cellules B ont grandi et maintenant, ils sont en relation. Puis, le dernier, donc, les basophiles, qui me disent « Ah, l'allergie, la saison des allergies, wouhou! » Parce que lui, il aime ça.
Donc, les IgE aiment ça, les éosinophiles, les cellules T, certains types de cellules T CD4 aiment ça aussi, mais le T régulateur, ou le T suppresseur, lui, il dislike parce que lui, dans le fond, il perd le contrôle sur la réaction allergique. On aurait pu dire aussi que, je ne sais pas moi, les mastocytes like aussi, mais peu importe. Là. Fait que ça, c'est encore une fois, c'est une joke d'immunologiste et je la partage avec vous pour finir en beauté cette capsule-là. Bonne fin de journée.